Salutations à tous et à toutes, c'est FW, donc bienvenue dans cette nouvelle édition donc, de Maranatha Time. Content de t'avoir à nouveau avec nous. Aujourd'hui dans Maranatha Time, eh bien, on va parler d'une bien triste affaire. Je pense que le titre est suffisamment évocateur et que ça te parle suffisamment. On va parler de Frank Tyson. Frank Tyson, qui c'est Eh bien, c'est un citoyen américain noir qui s'est fait interpeller par la police suite à un accident banal de la route. Et après l'accident, en fait, il s'est réfugié dans un bar. Il a paniqué. Et les policiers, bien sûr, l'ont interpellé là-bas. Et suite à cette interpellation, Frank Tyson est mort. Donc, est-ce que Frank Tyson est une autre affaire George Floyd? Ça, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Et puis surtout, pourquoi est-ce que l'Amérique a cette tendance, chaque fois, à reproduire les mêmes schémas? C'est-à-dire que nous avons, chaque fois, des citoyens américains qui se font tuer par la police dans des circonstances qui sont très, très difficilement défendables. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas armées, elles sont généralement assassinés, donc homicidés. Ça peut être des coups de fusil, ça peut être à l'arme, au pistolet ou quoi que ce soit, ou encore elles peuvent être tout simplement étouffées dans le cadre d'une interpellation très banale. Donc concrètement, ce que les autres polices arrivent à réaliser dans le monde, c'est-à-dire des interpellations, et Dieu seul sait si une interpellation n'est pas toujours quelque chose de facile. Donc nous en profitons pour saluer nos membres de force de l'ordre qui font très brillamment leur travail la plupart du temps. Eh bien aux États-Unis, mystérieusement, les interpellations ont tendance à se terminer par des décès. Et donc Frank Tyson a donc fait les frais, n'est-ce pas, de cette police américaine aux méthodes un tout petit peu musclées. Et nous voulons revenir sur les faits, en fait, et nous interpeller sur tout ça pour nous poser les bonnes questions. Comme toujours dans Maranatha Time, on se pose les bonnes questions. Les bonnes questions, par exemple, ça doit être comment est-ce que, là où toutes les polices du monde arrivent à interpeller des gens, des suspects, on va dire, qui ne sont pas armés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, arrivent à les interpeller sans qu'il n'y ait mort d'homme, pourquoi est-ce que la police américaine n'y arrive pas? Et pourquoi il y a une quantité prédominante, n'est-ce pas, de suspects noirs qui finissent, n'est-ce pas, morts. Alors, le plus simple, la façon la plus simple que certains, ou le raccourci que certains pourraient prendre, c'est de se dire, oh ben c'est très simple, c'est du racisme. Donc nous, ici à Maranatha Time, ce n'est pas le raccourci qu'on veut prendre. Le raccourci qu'on veut prendre, c'est bien d'expliquer les différents tenants et les différents aboutissants. Alors cette émission, elle ne va pas être très plaisante, donc je suis désolé pour le contexte, mais c'est l'actualité du jour et par la grâce de Dieu, nous allons la commenter. Pourquoi est-ce que nous devons nous positionner par rapport à la question de Frank Tyson? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que on est sur une dimension spirituelle maintenant où on veut manifester, ou plutôt on veut manufacturer ton consentement pour qu'il y ait des horreurs, des choses terribles qui puissent arriver, et que toi, tu ne les défendes jamais. Et vu que tu ne les défends jamais, et que tu ne défends jamais les horreurs qui arrivent pour les autres, eh bien, la Bible elle-même nous enseigne que nous récoltons ce que nous semons. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu pourrais te dire, Frank Tyson, oh, c'est les États-Unis, c'est loin, ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas. Eh bien, sache que ce mode de pensée-là, cette indifférence-là, vu que nous sommes dans les temps de la fin, eh bien, elle va te revenir d'une manière ou d'une autre. Frank Tyson est décédé, ça veut aussi dire que peut-être un jour, quelque chose de pareil va nous arriver sous cette forme ou sous une autre, et que alors même que nous aurions souhaité avoir l'indignation publique ou l'opinion publique de notre côté, eh bien, cette même opinion publique nous sera refusée parce que nous avons déjà nous-mêmes manifesté, n'est-ce pas, beaucoup trop d'indifférence.
C'est le principal problème que nous avons par rapport à cette situation. Et donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir nous poser toutes ces bonnes questions, n'est-ce pas, sur une séquence whiteboard, comme toujours ici sur Maranatha Time, et nous allons débattre de ces choses-là, et puis nous allons rentrer en profondeur et en détail pour comprendre comment est-ce que la police américaine, n'est-ce pas, arrive à produire systématiquement les mêmes bavures pendant un certain temps. Le premier élément que je vais d'abord te donner, et qui est le plus important, c'est de comprendre que c'est un système. Si tu ne comprends pas que c'est un système, tu vas te réfugier, ou plutôt tu vas prendre le raccourci de choses comme le racisme, de choses comme, je ne sais pas moi, l'intolérance, des choses comme, je ne sais pas quoi d'autre exactement on pourrait inventer pour définir ce type de qualification-là. Peut-être même aller jusqu'à dire que oui, mais les policiers étaient trop stressés. C'est à cause du stress qu'ils s'en sont arrivés à de telles extrémités. Mais nous allons voir que c'est quelque chose de plus complexe. Pourquoi je parle de quelque chose de plus complexe? Parce que ça devient systématique. Entre George Floyd et Frank Tyson, il y a eu plusieurs homicides du même type qui sont survenus. Notamment, alors je cite de mémoire un cas à New York où il y a un suspect qui a manqué d'être étouffé par la police et je pense de mémoire qu'il y a eu un coma. J'essaierai de retrouver l'information pour ceux qui en ont besoin. Ce que je veux te dire, c'est que malgré que la police américaine ait fait son mea culpa pour l'affaire George Floyd, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment changé. Et comme c'est un système, malgré tous les remous que cause son mode de fonctionnement, il va continuer à produire exactement les mêmes choses. Mais la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que ce système existe? Pourquoi est-ce qu'il est mis en place? Parce qu'un système, n'est-ce pas, c'est la systématisation d'une volonté. Et là, nous allons rentrer dans les détails pour comprendre réellement comment est-ce que ce système fonctionne, comment le système de la police américaine fonctionne. Ça va être un tout petit peu un cours d'histoire, ça va surtout être un cours de culture générale, et nous allons revenir en fait à l'inception ou à la fondation ou aux origines de la police américaine et tu vas comprendre tout de suite. Donc sans plus tarder, nous lançons notre séquence whiteboard et donc je te donne les faits, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, nous sommes en train de lire effectivement le journal. Je te le donne en 1000, donc c'est France Info que nous sommes en train de relayer, dont nous relayons les informations ici. Merci de leur donner le crédit qui leur mérite, qui leur revient par rapport à ces informations que nous sommes en train de relayer. Donc France Info, qu'est-ce qu'il nous dit France Info? France Info nous dit, après George Floyd, une nouvelle arrestation aux États-Unis vire à la mort d'un Afro-Américain. C'est dans l'Ohio, à Canton, que Frank Tyson, 53 ans, n'est-ce pas, qui vit dans l'est de l'agglomération, est interpellé le 18 avril vers 20h. Après avoir arraché un poteau électrique avec sa voiture, il se rend dans un bar. La police débarque, les images de la caméra corporelle de l'agent Bo Schoenegger, je ne sais pas si je rends bien le nom, montrent un homme menotté qui répète à plusieurs fois « Ils essayent de me tuer, appelez le shérif ». Alors, ces paroles-là, déjà, doivent t'interpeller. Dans cette vidéo qui dure 36 minutes, qui a été largement diffusée à partir du 26 avril par plusieurs médias locaux, les agents affirment à Tyson qu'il va bien et qu'il doit se calmer. Ce dernier ne cesse de répéter à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer » au policier qui le bloque avec un genou dans le dos. Ces deux hommes vont l'ignorer et plaisanter avec les passants tout en feuilletant son portefeuille avant de se rendre compte qu'il est en crise médicale. Un des policiers note qu'il pourrait être absent car il ne répond pas et de s'inquiéter. Est-ce qu'il respire? A-t-il un pouls? La réanimation pulmonaire lui est alors pratiquée et des doses de Narcan lui sont administrées avant l'arrivée des médecins. Tyson est déclaré mort à l'hôpital moins d'une heure plus tard. Donc ça, ce sont les faits. Et donc nous allons analyser les faits parce que c'est très intéressant de voir ces deux policiers. Alors il faut préciser le contexte. Les deux policiers en question sont blancs.
comme nous allons le voir, pour ceux qui s'intéressent, je laisserai un lien dans le descriptif pour que vous puissiez accéder à l'article complet ou aux articles qui ont permis, n'est-ce pas, pour moi, de sourcer cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire dans le focus? Dans le focus, je suis en train de te dire, en fait, que nous avons une arrestation pour un motif qui n'est pas vraiment un motif majeur, un peu comme George Floyd qui était soupçonné d'avoir utilisé un faux moyen de paiement pour s'acheter des cigarettes. Ce n'était pas très très clair les motifs de son arrestation. Là, nous avons un accident de la route. Visiblement, le monsieur en question, Frank Tyson, le suspect, une fois qu'il a percuté un poteau électrique, il y a de fortes chances qu'ayant percuté ce poteau électrique, qu'il ait eu un choc à la tête et qu'il ait paniqué. Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver le fait qu'il s'enfuit et qu'il aille se réfugier dans un bar. Les policiers l'interpellent. Après l'avoir menotté, donc visiblement cette personne-là est immobilisée, il garde quand même le genou, n'est-ce pas, sur la poitrine ou sur le dos du prévenu ou du suspect. Après un certain temps, eh bien, la personne étouffe, elle se plaint qu'elle ne peut pas respirer, elle a la sensation qu'on est en train de la tuer. Les mots qu'il prononce sont quand même assez forts. Mais ici, les faits te disent que pendant près de 36 minutes, ces messieurs vont prendre le temps, n'est-ce pas, de entre guillemets, maîtriser le suspect, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont deux jeunes hommes, n'est-ce pas, qui sont en train de chercher à maîtriser un homme de 53 ans. Donc ce n'est pas forcément la personne la plus forte physiquement pour résister à deux hommes qui sont entraînés et armés. Mais pendant 36 minutes, ils vont maintenir cette personne-là dans une position qui ne permet pas de respirer correctement. Est-ce que Frank Tyson avait des soucis pulmonaire? Est-ce qu'il avait un problème médical? On ne le sait pas, mais toujours est-il qu'ils n'ont rien fait concrètement pour éviter une situation qui était tout à fait évitable. Donc voilà comment ce monsieur, n'est-ce pas, Frank Tyson, va décéder. Donc les faits sont assez tragiques parce que finalement on se rend compte que ça aurait pu être parfaitement évité. D'accord, il a percuté un poteau électrique, on aurait fait un constat, on lui aurait donné un PV, il se serait présenté au tribunal, n'est-ce pas, et il aurait connu sa sentence. On aurait évalué peut-être s'il y avait une conduite en état d'ébriété, ou encore simplement une faute, ou une raison, ou quelque chose, je ne sais pas, un animal qui passe devant lui. Enfin, on aurait vérifié sa version des faits, et on lui aurait donné une amende, comme on en donne à plein de personnes, ou peut-être une suspension de permis de conduire. En aucun cas, ce monsieur ne méritait de mourir. Maintenant, nous allons nous attarder sur la police américaine. La police américaine n'est pas exactement comme toutes les autres polices et c'est pour ça que je me permets dans cette édition de Maranatha Time de faire un rappel sur ce qu'est la police américaine réellement. Lorsqu'on entend parler de police, nous avons une vision de la police où, eh bien, les choses sont faites par rapport à des fonctionnaires de police, des agents du maintien de l'ordre qui exercent leurs fonctions en fonction eh bien, de la loi, etc. Voilà. Aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose dans le sens où la police américaine a des origines qui sont assez troublantes. Et nous allons comprendre très rapidement pourquoi il y a une différence de traitement, parce qu'on constate effectivement qu'il y a beaucoup plus d'hommes noirs ou de femmes noires, peu importe, de personnes, entre guillemets, de couleur, encore que ce terme-là, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, qui meurent entre les mains de la police américaine que les autres races. Et nous allons comprendre exactement pourquoi ce soir. Donc accroche-toi, on retourne donc dans le whiteboard et nous allons parler de la séquence, le pourquoi du comment. Pourquoi nous parlons de cette séquence? Eh bien c'est très important parce que la police américaine a un passé compliqué. Et je le dis ici, et des origines qui sont dérangeantes. Donc après les événements de 2020, on aurait pu penser, et l'affaire George Floyd, on aurait pu penser que la police américaine avait revu ses techniques d'arrestation, n'est-ce pas, et sa façon de gérer les conflits. Bon, visiblement non, puisque c'est un système. Et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure dans mon monologue, c'est que le système, en fait, va, par définition, reproduire de façon automatique les mêmes résultats, n'est-ce pas,
une fois que les mêmes circonstances sont positionnées, tant qu'il n'est pas démantelé. Et ce qui doit nous amener à nous poser la question de savoir d'où vient ce système, quelles sont ses origines, quelles sont ses motivations. Eh bien, on va d'abord s'interroger sur ceci. La police américaine a un passé compliqué et quand on parle de la police américaine, il faut bien comprendre que nous sommes en train de parler de ceci, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle les slave patrols. Slave patrols. Donc j'ai gardé, la source ici c'est Wikipédia, mais j'ai gardé les textes tels quels pour que ma traduction ne vienne pas trahir, entre guillemets, l'esprit, n'est-ce pas, de ce texte. On nous dit ici, slave patrols, also known as patrollers, Patter-rollers, patty-rollers, paddy-rollers were organized groups of armed men who monitored and enforced discipline upon slaves in the antebellum US Southern States. Concrètement, on est en train de te dire que les slave patrols, qu'on appelle aussi patrollers, pater-rollers, patty-rollers, paddy-rollers, eh bien c'était un groupe d'hommes, donc une milice organisée, n'est-ce pas, pour renforcer la discipline auprès des esclaves durant la période d'avant-guerre dans le sud des États-Unis. D'accord? Donc, the slave patrols function, n'est-ce pas? Donc, on est en train de te parler de comment ils fonctionnaient, n'est-ce pas? Was to police slave, donc c'est eux qui s'occupaient en fait de garder et de maintenir les esclaves dans leur statut d'esclaves. Donc, à ce moment-là, il faut bien que tu comprennes que les États-Unis, les slave patrols n'étaient pas liés à la loi. Ils n'étaient pas liés à la loi pour une raison bien simple, n'est-ce pas? Eh bien, les milices en question n'étaient pas censées obéir à la loi, c'était elles qui étaient la loi, c'était elles qui décidaient comment elles traitaient les esclaves. Et il est intéressant de constater, et ça tu le vois ici, n'est-ce pas, dans le whiteboard, le mot shérif est entouré en rouge parce que parmi les synonymes de slave patrol, nous avons shérif. C'est de là que vient la police américaine, le shérif dont tu entends parler dans les films, les fameux films western, etc., etc., eh bien, à la base, ce sont des slave patrols. Donc, il faut que tu comprennes exactement dans quel contexte la police naît aux États-Unis. La police naît avec une accointance, n'est-ce pas, avec l'esclavage. Donc, il est donc normal, et ça, et bien sûr, donc, malheureusement, donc, les origines troubles de la police américaine, eh bien, ne s'arrêtent pas à l'esclavage, parce que je sais ce que tu vas me dire, non, mais FW, ça remonte à il y a longtemps, on est en train de te parler de 1704 ici. Entre-temps, il y a quand même eu 4 siècles, les gens sont un peu plus modernes, les mentalités ont évolué, etc., etc., etc. Eh bien, j'ai quelques photos ici qui devraient t'éclairer sur l'évolution des dites mentalités. Donc, ici, là, nous avons une photo très intéressante. Donc, c'est le Ku Klux Klan qui est en train de défiler dans les rues de Tulsa, Oklahoma. Et ça, c'est le 21 septembre 1923. On n'est plus en 1700, là. On est en 1900. Donc la police, et tu vois là, la police en uniforme, tout à côté du Ku Klux Klan, le monsieur, la casquette, etc., entouré de ses collègues, eh bien, il est en train de marcher aux côtés des Klansmen. Les Klansmen, ce sont les membres du Ku Klux Klan. Donc tu vois déjà qu'il y a une accointance, n'est-ce pas, avec le Ku Klux Klan et la police à cette époque-là. Alors tu vas me dire, oui, mais ça, c'est Oklahoma, c'était marginal, on n'est pas sûr, on voit à peine un policier, etc., etc. Alors je vais te donner une autre image, parce que les images, n'est-ce pas, parlent beaucoup plus. On sait exactement qui est le Ku Klux Klan, et le fait qu'il y ait des policiers qui marchent à côté te dit exactement ce que tu as besoin de savoir. Donc là, nous avons le Ku Klux Klan qui est en train, là c'est en Géorgie, n'est-ce pas, qui est en train de brûler une croix devant le palais de justice du comté d'Emmanuel à Swainsboro. Donc là, c'est en Géorgie. Donc Géorgie, le même état que Atlanta. Hein. Donc ça, c'est le 4 février 1948. Donc là, c'est déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut te dire que là, si nous avons le Ku Klux Klan qui brûle une croix devant le palais de justice et que la police n'intervient pas, l'armée n'intervient pas, on est clairement dans ce qu'on appelle une connivence.
Donc j'insiste là-dessus pour que tu comprennes exactement le contexte américain. C'est un État qui a vécu énormément de choses, n'est-ce pas? Et même si actuellement on est en train de nous décrire les États-Unis comme ce pays de cocagne où tous les peuples du monde se retrouvent paisiblement, ce n'est pas forcément le cas. Mais je sais ce que tu vas me dire, encore une fois. Tu vas me dire, mais FW, ça remonte à il y a bien trop longtemps. Et tu as raison. Donc on va essayer de se rapprocher parce que les mentalités, elles ont quand même changé entre-temps. Et nous nous rapprochons et là, nous avons un documentaire. Ok? Le documentaire, il est sorti en 2015 pour montrer les connivences entre la police, le Ku Klux Klan et l'infiltration du Ku Klux Klan dans la police américaine. Ok, le documentaire en question s'appelle The Badge and the Cross, c'est-à-dire le badge et la croix bien sûr comme le symbole que le Ku Klux Klan a récupéré, n'est-ce pas, pour justifier ses extractions. Et ce documentaire-là, eh bien, il est produit par Associated Press et ABC, qui est une chaîne, n'est-ce pas, d'information et de télévision américaine. Donc là, nous sommes en 2015. Pourquoi je te dis ça? Il faut que tu comprennes exactement que la police américaine, en fait, n'a pas changé depuis son inception. Elle a toujours été infiltrée, n'est-ce pas, par le Ku Klux Klan. Et quand une organisation comme la police est infiltrée par le Ku Klux Klan, visiblement à tous les niveaux, je t'ai montré les photos tout à l'heure avec la cour de justice où les gens sont devant le palais de justice en train de faire des célébrations du Ku Klux Klan, ailleurs, ça se terminerait très rapidement par une arrestation. Mais l'Amérique a toujours eu un rapport très, très, très étrange avec le Ku Klux Klan. Et la preuve, c'est que nous avons même déjà atteint le niveau où on fait déjà des documentaires pour démontrer que le Ku Klux Klan, concrètement, a infiltré la police américaine. Donc quand nous avons notre monsieur, n'est-ce pas, George Floyd, qui se fait torturé pendant près de 8 minutes, on lui met le cou sous la gorge, il est couché sous une voiture, les gaz d'échappement, etc. Ce n'est pas par hasard. Ces policiers-là, je ne les accuse pas de faire partie du Ku Klux Klan, mais je les accuse de faire partie d'une culture. Cette culture-là est impitoyable envers les personnes qui sont noires aux États-Unis. Si vous êtes noir aux États-Unis, et que vous êtes confronté à la police, il faut bien vous dire que ça va être compliqué s'il y a un quelconque délit qui se produit. Alors, je ne veux pas dire par là que tous les policiers américains se trempent dans le Ku Klux Klan, mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui que ces choses qui se produisent ne se produisent pas par hasard. Elles se produisent pour une raison, c'est parce qu'il y a une idéologie derrière. Et ce sont ces idéologies que nous devons combattre au nom du Christ. Ce sont ces idéologies-là que nous devons combattre au nom de notre foi. Au lieu de nous positionner soit dans l'indifférence, n'est-ce pas, soit dans le silence, soit encore dans une prise de positionnement en disant « oui, mais il était quand même coupable, il a cogné un poteau, etc. » Un accident de la route, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux perdre le contrôle de ton véhicule pour plusieurs raisons. Tu peux paniquer aussi pour plusieurs raisons. On a vu plein de gens qui, suite à un accident de la route, un coup à la tête, paniquent et font tout et n'importe quoi. Mais ça ne justifie pas en fait qu'on soit mis à mort dans le cadre d'une interpellation. Ils étaient deux. On ne veut pas me faire dire que deux jeunes hommes entraînés, armés, ont été incapables de maîtriser, n'est-ce pas, un homme de 53 ans. Ils l'ont fait d'ailleurs, puisqu'ils lui ont passé les menottes. Mais pour une raison qui sera débattue, n'est-ce pas, dans le cadre de leur procès, si procès il y a, parce qu'on a vu des acquittements encore très mystérieux par rapport à des assassinats comme ça aux États-Unis. Je parle bien d'assassinat parce qu'il y a eu mort d'homme et qu'à jusqu'à preuve du contraire, rien n'était vraiment, ne permettait de justifier l'usage de force au point de prendre la vie de quelqu'un. Même si ce monsieur se débattait, même s'il ne coopérait pas, on peut comprendre sa position vu qu'il a pris un coup à la tête ou il sort d'un accident. C'est un événement qui est traumatisant. Si un poteau électrique a été arraché, c'est que le choc devait être très violent. Si le choc devait être très violent, on peut comprendre que cette personne-là ait un comportement qui soit erratique.
Au lieu, n'est-ce pas, de maîtriser cette personne, peut-être d'appeler les services médicaux, de faire, parce qu'ils ont tous ces moyens-là, ils ont choisi autre chose. Et là, nous comprenons effectivement d'où vient cette culture d'intolérance, cette culture qui est pratiquement d'inhumanité envers les minorités aux États-Unis. Je ne suis pas en train de te dire que tous les policiers américains sont comme ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est très préoccupant. Si ça atteint le niveau où on peut déjà faire des documentaires pour montrer à quel point, n'est-ce pas, le Ku Klux Klan a infiltré la police américaine, eh bien, on peut comprendre qu'il y ait des événements très bizarres, n'est-ce pas, qui arrivent aux populations noires américaines lorsqu'elles se retrouvent confrontées à la police. Donc ça, c'était pour te donner le contexte, la culture. Et si tu as toujours jusque-là du mal à me croire, à comprendre qu'il y a beaucoup de racisme dans la police américaine, je vais te donner encore un autre élément pour satisfaire ta curiosité. Donc là, c'est la police américaine. Et là, je parle d'un ségrégationnisme à peine masqué. Ce que tu vois là, c'est différents badges, n'est-ce pas? Donc, ce sont des syndicats de police. OK? Ces syndicats de police, ils présentent une particularité qui est très, très, très intéressante. J'insiste dessus, pourquoi? Parce qu'en fait, la particularité qu'ils présentent, alors je ne sais pas si on peut très bien voir, je vais essayer de donner un petit coup de collier pour agrandir l'image. Alors, ces syndicats de police-là, que tu vois marqué Nablio Chapters, eh bien, ce sont des syndicats de police noirs. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Eh bien, je suis en train de t'apprendre en fait que aux États-Unis, il y a des syndicats de police pour les noirs et il y a des syndicats de police pour les blancs. Ça veut dire même que au niveau des forces de police, il y a déjà un niveau de ségrégation qui est préoccupant. Essayez juste d'imaginer au niveau de votre entreprise. Je parle d'entreprise, hein, on n'est même pas dans le cadre de la police. Essayez d'imaginer que dans votre entreprise, je ne sais pas moi, vous êtes un syndicat, force ouvrière, CGT et que sais-je d'autre, d'accord? Et vous avez une CGT pour les noirs et une CGT pour les blancs. C'est presque hallucinant de penser comme ça, mais c'est exactement exactement le contexte qui prévaut dans la police américaine. Donc, qu'il y ait des incidents comme ça qui se produisent à répétition, te montre en fait que la police américaine en fait n'a pas changé. Elle n'a pas beaucoup changé et visiblement, elle ne compte pas changer. Pourquoi elle ne peut pas changer? Parce que c'est un système, n'est-ce pas? Et c'est ce système-là que nous, en tant que chrétiens, nous devons combattre. Parce que c'est un système qui est raciste, parce que c'est un système qui est dangereux, parce que c'est un système, en fait, qui va induire la mort de personnes innocentes, parfois, qui ne méritent pas de mourir, mais parce que nous avons des agents infiltrés à l'intérieur, n'est-ce pas? Nous allons avoir des accidents bizarres. Parce que ces agents infiltrés, comme on dit toujours, il suffit de quelques pommes pourries pour totalement détruire, n'est-ce pas? Pour totalement pourrir tout un panier de pommes. Vous avez une ou deux pommes qui ne sont pas très bonnes, après un certain temps, le panier il est complètement pourri. Et donc là, nous sommes en train de parler de culture. Donc je ne suis pas en train d'accuser ces deux policiers-là eh bien, d'être des membres du Ku Klux Klan. Je ne suis pas en train d'accuser la police américaine de donner la part belle au Ku Klux Klan. Je suis en train de te dire qu'il y a clairement des connivences entre la police américaine et le Ku Klux Klan, c'est documenté, qu'il y a une culture dans la police américaine qui est une culture ségrégationniste. Ça aussi, c'est documenté avec les différents syndicats de police pour les noirs, pour les blancs, etc., etc. Et te montrer en fait que malgré le visage que l'Amérique présente, c'est-à-dire un visage qui est multiracial, etc., etc., eh bien la face cachée est que depuis, les choses n'ont pas vraiment évolué. Et donc effectivement, au niveau des médias, on sera dans ce que Michel Colomb appelle les médias mensonges, j'adore ce terme-là, où on vous dira, on masquera les choses en évitant de vous parler
de vous dire la vérité pour manufacturer votre consentement et que ce type de comportement-là puisse continuer, n'est-ce pas, à perdurer dans le monde où nous vivons, alors que toi et moi, nous savons que nous méritons une autre société, que nous devons nous battre pour cette autre société. Et c'est pour ça que des émissions comme Maranatha Time existent, pour qu'il y ait d'autres voix au sein des médias, n'est-ce pas, qui promeuvent autre chose que le discours officiel, en fait, qui est un discours, nous l'avons déjà compris, qui ne contredira jamais ou qui ne changera jamais vraiment les choses. Il n'y a aucune révolution que la télévision ou les médias ont lancée. Depuis l'existence des médias de haut niveau, il n'y a aucune révolution, d'accord, donc aucun changement brutal de la société qui a été initié par les médias. Ça doit t'amener à comprendre, si tu consommes beaucoup de médias, que tu es en train aussi de consommer beaucoup de choses. Toutes les informations que je t'ai confiées là, c'est du niveau de Google, c'est du niveau de Wikipédia, etc. Il suffit de savoir exactement ce qu'on cherche. Donc pour ça, il faut aussi se cultiver. Donc, Frank Tyson, est-ce que c'est une prochaine affaire George Floyd? Eh bien, ma réponse, c'est que, eh bien, ce sera à toi de décider. Ce sera à toi de décider si Frank Tyson, eh bien, il va partir comme ça, et que la police américaine eh bien, va s'en tirer encore une fois avec un meurtre et on va étouffer l'affaire. Ou encore, ce sera à toi de comprendre qu'au travers de ta prière, au travers, n'est-ce pas, du partage de cette information-là, tu peux susciter dans l'opinion quelque chose. L'affaire George Floyd était bien partie pour être enterrée aussi, c'est ce que je voudrais te dire. Ces faits-là qui sont survenus en 2020, eh bien, ils étaient bien partis pour être enterrés. Mais les réseaux sociaux ont changé la donne. Les réseaux sociaux ont transformé ce qui devait être un banal fait divers, c'est-à-dire une arrestation avec un noir qui est mort une fois de plus. Et c'est aussi pour ça que la police américaine se sent très intouchable, parce qu'elle est très souvent protégée par les médias aux États-Unis et protégée aussi par le système. Parce qu'ils ont un système là-bas qu'ils appellent l'immunité qualifiée, Qualified Immunity. Donc qui fait en sorte qu'on ne puisse pas juger en fait directement un policier pour les faits qu'il a commis dans le cadre de ses fonctions. Donc tout ça, c'est pour te dire une chose, et j'insiste là-dessus. Ne laisse pas la société actuelle manufacturer ton consentement sur des choses horribles. Parce que lorsque ces choses horribles vont aussi t'arriver, eh bien malheureusement, personne ne se lèvera pour toi. Et sois bien sûr que dans l'ère où nous vivons, les choses arrivent beaucoup plus vite que nous pensons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris actuellement. Peut-être que c'est ton cas. Si tu fais quelque chose de bien, ça te revient très vite dans la figure. Si tu fais quelque chose de mal, ça te revient aussi très vite dans la figure. Je suis en train de te donner les éléments aujourd'hui, c'est pas pour te faire peur, c'est simplement pour que tu puisses te lever dans la prière, te lever dans l'intercession, parce que ce monde-ci, il ne changera pas tant que les gens de bien se tairont et ne feront rien. Voilà les amis, c'est tout pour cette édition de Maranatha Time. Je partage avec toi ma petite promo. Talita, c'est cette émission où nous partageons la parole de Dieu, nous décortiquons la parole de Dieu. C'est tous les samedis à partir de midi. Et bien sûr, j'ai encore le replay de mon dernier webinaire, les 7 piliers de la prière victorieuse. Donc, si tu es vraiment intéressé pour savoir comment construire ta vie de prière, n'hésite pas à acheter ce replay. Tu trouveras beaucoup de réponses par rapport à la construction de ta vie de prière. Et Talita, bien sûr, notre émission où nous partageons les mystères du royaume. Donc voilà les amis, c'est tout pour notre édition aujourd'hui de Maranatha Time. Merci pour ta fidélité, merci pour ton attention. Et puis n'hésite pas à partager, à faire passer le message au maximum pour que nous soyons de plus en plus à être informés autrement. Et c'est le but de cette émission, c'est-à-dire apporter l'information sur un point de vue spirituel pour que les personnes spirituelles puissent faire ce qu'elles ont à faire pour que ce monde change. Je te souhaite une très bonne soirée. On se retrouve vendredi pour une autre édition de Maranatha Time. Prends soin de toi.